Nous passons maintenant au sujet du jour. J'appelle Catherine Arvieux et Paul Bandreau. Alors, le sujet du jour a été choisi en accord avec les deux organisateurs. Ce sont les traumatismes pelvi-périnéaux en pratique militaire pour Paul Bandreau et en pratique civile pour Catherine Arvieux. Je vais vous les présenter très rapidement. Je vous ai expliqué pourquoi nous n'étions pas au Val-de-Grâce aujourd'hui, à notre grand regret. Alors, Catherine est chef de service de chirurgie digestive à Grenoble. Elle est colonel de réserve. C'est pour ça qu'on lui a demandé de bien vouloir intervenir dans le cadre des traumatismes civils avec son équipe. Elle a beaucoup travaillé dans le cadre du service des urgences du nord des Alpes avec son maître Christian Le Toublon et toute son équipe. Ce réseau d'urgences qui s'appelle RENO, Réseau Nord-Alpin des urgences, est un exemple remarquable de la prise en charge des traumatisés dans tout le secteur des Alpes du Nord. Catherine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ton pédigré? Juste une petite remarque, c'est Jean-Luc Faucheron, le chef de service. Moi, je suis l'adjointe et je m'occupe de toutes les questions pédagogiques. Mais sinon, tout à fait, à Grenoble, on est passionné de traumatologie depuis de très nombreuses années parce qu'on a un très beau recrutement d'accidents de montagne, aussi bien l'été que l'hiver, et ça nous a permis de bâtir un système de prise en charge qui est assez multidisciplinaire et assez performant. Oui, très connu et très réputé. Alors, Paul Bandreau est chirurgien viscéral et il exerce à l'hôpital d'instruction des armées de Toulon. Il est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il est chef de service de chirurgie viscérale. Il a, comme la plupart de ses collègues militaires, une grande expérience de terrain et une grande expérience hospitalière. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose concernant ton expertise et ta formation? Non, concernant mon expertise, non, je ne vais pas en ajouter. Je vais, si vous voulez bien, présenter un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Bien sûr, et les intervenants. Et les intervenants. Bien. En introduction de cette séance commune, donc je rappelle que la chirurgie réglée civile et la chirurgie traumatologique de guerre ne doivent pas être opposées, mais en fait, elles évoluent de façon synergique. Les formations des chirurgiens militaires et civils sont désormais très intriquées et le service de santé des armées utilise de plus en plus la réserve opérationnelle. Donc, Catherine, tu en es un exemple vivant. Et cette séance commune entre l'Académie nationale de chirurgie et l'école du Val-de-Grâce est encore l'occasion d'échanger sur des sujets qui sont propres à la chirurgie de guerre. Alors, le thème de cette séance que nous avons choisi ensemble, les traumatismes pelvi-périnéaux en situation de guerre. Alors, on a choisi ce thème parce qu'il représente un véritable challenge pour les chirurgiens que nous envoyons en OPEX. Un challenge anatomique, effectivement, les traumatismes de cette région. Le pelvis, c'est quoi? C'est une région, ce n'est pas seulement une région de frontière, c'est une région dans laquelle se situent les organes hémorragiques, les artères, les plexus veineux, les os, les articulations, les organes génitaux et urinaires, l'anatomie complexe, et enfin le segment distal du tube digestif. Et donc ça représente un challenge pour nos chirurgiens déployés en OPEX. Souvent, ces chirurgiens sont isolés, enfin ils sont en binôme ou en trinôme, mais ce sont des chirurgiens spécialistes d'organes et qui le seront de plus en plus avec la réforme du 3e cycle. Alors qu'on sait que les agents vulnérants qui provoquent des lésions de plus en plus extensives, on sait qu'elles ne respectent absolument pas les frontières et encore moins les organes. Et comme on aime à le dire à ces chirurgiens, ces jeunes chirurgiens qui seront amenés à prendre en charge ces lésions, les traumatismes pelvi-périnéaux représentent l'archétype de la plaie grave en situation de guerre. Elle met en jeu le pronostic vital immédiatement par l'hémorragie, elle met le pronostic vital assez rapidement par le sepsis, et enfin, elle met en jeu le pronostic fonctionnel par les séquelles ostéo-articulaires et les séquelles urogénitales. C'est un challenge donc pour ces chirurgiens, c'est un challenge aussi pour la chaire de chirurgie qui garantit aux soldats que nous envoyons en OPEX, qui leur garantit
ainsi qu'à leur famille. Alors, un autre état-major que même si les chirurgiens qu'on envoie sont des spécialistes d'organes, qu'ils soient d'actifs ou de réserve, ils ont à la base une spécialisation d'organes, mais qui est mise en exergue, bien sûr, et ils sont aussi capables de prendre en charge ces lésions complexes, multi-organes. Donc cette séance va s'articuler sur plusieurs aspects. On va commencer par des cas cliniques qui sont exposés par le docteur Paul Chiron, urologue à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé, qui va nous faire des cas cliniques qui permettront de redéfinir le cadre de ces traumatismes. Nous aurons ensuite un exposé sur un aspect qui a été totalement méconnu jusqu'à maintenant. On a toujours parlé depuis les années 50 des traumatismes pelviques périnéaux chez l'homme. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes déployées en OPEX. Et donc, Laure Régis de l'hôpital Labran à Marseille nous fera un exposé sur cet aspect féminin de ces traumatismes pelviques périnéaux. Alors, en troisième, le docteur Nicolas Delescalopier, donc de Clamart, nous parlera de l'aspect ostéo-articulaire locomoteur de ces traumatismes. Ensuite, Camille Choufani de l'hôpital Sainte-Anne à Toulon nous parlera de l'aspect multidisciplinaire de la prise en charge, donc hémorragique, infectieuse, ostéo-articulaire. Le docteur Arnaud Boss, ou Boss, de l'hôpital Percy à Clamart, nous parlera de l'aspect de séquelles et de la prise en charge d'une manière générale des pertes de substances pelvipérinéales, quelles qu'en soient les étiologies. Et enfin, nous terminerons par un aspect pédagogique et innovateur sur la prise en charge multimodale à l'avenir et l'enseignement de cette prise en charge vue par la chaire de chirurgie dans un avenir proche. Et on va laisser la parole donc au premier orateur, si vous voulez, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Paul. Alors, nous avons 6 communications. Nous vous demandons donc, s'il vous plaît, si nous voulons avoir quelques minutes de discussion après chaque communication, de bien respecter votre temps de parole de 15 minutes. Bon. Excusez-moi, j'ai cru qu'il était là. Bonjour. Donc, vous vous appelez Paul. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Philippe, le président de l'Académie. On est obligé de faire des salam alek parce que vous n'êtes pas là et que je déteste la visioconférence. Donc, vous allez nous parler des traumatismes abdominaux pelviques fessiers, voilà, en 2022, en nous présentant, d'après ce que nous a dit Paul Balandreau, des observations cliniques. Voilà. Alors, vous avez la parole. Monsieur le Président, mon général, Mesdames, Messieurs, merci de me permettre de faire cette présentation sur les traumatismes abdominaux pelviques fessiers et d'essayer d'envisager ensemble le problème qu'ils peuvent poser à l'heure actuelle et qu'ils pourront poser encore à l'avenir. Veuillez m'excuser, monsieur. Est-ce que vous pouvez parler près du micro, s'il vous plaît? Oui, je me rapproche. Voilà, merci beaucoup. Alors, le premier de nos problèmes est un problème épidémiologique, c'est la fréquence de ces traumatismes abdominaux pelviques fessiers, qui sont des traumatismes que l'on rencontre en pratique civile. Il s'agit à ce moment-là d'une pathologie qui concerne plutôt le sujet jeune, qui représente 10% des traumatismes globaux, et qui surviennent souvent dans des contextes de polytraumatisme, accidents de la voie publique ou traumatologie du sport. Il s'agit donc le plus souvent de traumatismes fermés en pratique civile, bien qu'il existe des traumatismes ouverts dans le cas des empalements notamment. Pour ce qui est des traumatismes abdominaux pelviens de guerre, nous pouvons nous appuyer sur l'expérience des conflits du début du XXIe siècle, et notamment l'expérience américaine avec la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, qui ont permis la création d'un registre national aux États-Unis qui permet de colliger l'ensemble de ces traumatismes et d'en tirer de grandes leçons. Alors finalement, sur la guerre en Afghanistan, on se rend compte que parmi les patients qui ont été rapatriés suite à des blessures de guerre, les plaies abdominales ou les plaies génito-urinaires sont largement prédominantes. De la même façon, lors du conflit en Irak, les plaies digestives et les plaies génito-urinaires étaient également extrêmement fréquentes. Alors, quand on s'intéresse à la problématique urologique, on se rend compte qu'au cours des conflits les plus récents, on assiste à de moins en moins de plaies du haut appareil urinaire, rein et uretère, et au contraire de plus en plus de plaies intéressant l'urètre, le scrotum, les testicules ou le pénis, ce qui montre que le tropisme de ces plaies génito-urinaires s'oriente plutôt vers les organes génitaux externes et le bas appareil.
Alors, ceci pourrait être lié à l'équipement des militaires, puisque le plus souvent dans l'armée américaine, le tronc est assez bien protégé, mais il existe un maillon faible au niveau du pelvis. Les plaies génito-urinaires représentent 2,8% des blessures dans ce contexte, et dans plus de 50% desquelles il s'agit d'un mécanisme traumatique par explosion. En fait, en cas d'explosion, dans plus de 50% des cas, on se retrouve complété à des plaies génitales et ou urétrales. Alors, cette évolution, elle est liée aux caractéristiques actuelles des conflits, durant lesquels on utilise de plus en plus souvent des engins explosifs improvisés. Le relief montagneux, notamment en Afghanistan, entraînait une gêne pour la progression des véhicules blindés et donc exposait particulièrement les fantassins à pied à ces explosions d'IED, ce qui a permis de découvrir un nouveau syndrome, les lésions complexes de blast au niveau du périnée, qui sont des blessures par explosion d'un fantassin à pied qui associent amputation des extrémités, fracture du bassin et des plaies génitales et ou périnéales. D'autre part, on a assisté ces dernières années à une nette amélioration dans le relevage des blessés, ce qui fait que la plupart du temps, les victimes de ces traumatismes arrivent désormais vivants jusqu'au chirurgien. Alors, plus récemment, on se rend compte que la pratique civile rejoint de plus en plus la pratique de guerre. Il y a à l'heure actuelle de plus en plus de guerres et de conflits en cours de partout dans le monde, et ces guerres et conflits impliquent de plus en plus la population civile. De la même façon, on a assisté ces dernières années à une recrudescence de la violence à l'occasion des attentats terroristes, avec un recours de plus en plus fréquent aux bombes et explosions et à des attaques armées, ce qui augmente le risque de survenue de lésions de guerre chez des patients civils. Alors, on a plusieurs exemples récents. Les plus marquants, à mon sens, sont l'attentat de Madrid de 2004. Il y a également eu des blessures par arme à feu et par explosion à l'occasion des attentats de Paris en 2015, mais également des traumatismes par une attaque à la voiture bélier lors des attentats de Nice en 2016. Alors, ces traumatismes abdominopelvifessiers posent le problème pour le chirurgien de leur évaluation initiale. Vous avez ici un exemple de traumatisme survenu chez une victime de l'attentat au Bataclan, avec de multiples impacts de plaies par balle. Et il est difficile d'emblée, sur les clichés de l'ASP notamment, d'essayer d'envisager l'ensemble des lésions auxquelles il faudra faire face. Alors en effet, au niveau de cette région abdominopelvifessière, on se retrouve confronté à un cadre osseux qui est entouré de structures musculaires, qui comprend l'appareil urogénital, qui comprend également un segment du tube digestif, et bien sûr, présence de gros troncs artériels et veineux, d'une circulation lymphatique et de l'ensemble de l'innervation de la région. Alors, il est difficile également d'appréhender ces traumatismes du fait de leur gravité extrême, puisque la mortalité est très importante dans le cas des traumatismes abdominopelvifessiers. Elle est estimée à 36%. Comme le disait le professeur Balandro, elle est liée au saignement dans un premier temps et au risque infectieux dans un second temps. Et en cas de lésion vasculaire au niveau du pelvis, la mortalité est très élevée puisqu'elle monte jusqu'à 56%. Il est également assez difficile d'évaluer la situation cliniquement, puisqu'il n'est pas toujours facile d'identifier orifice d'entrée et orifice de sortie en cas de plaie projectilaire. Et du fait du comportement de ces projectiles militaires, l'identification du trajet est parfois difficile à mettre en évidence. Alors cliniquement, on peut se retrouver confronté à un hématome en aile de papillon au niveau du pelvis. On peut retrouver des orifices d'entrée et de sortie au niveau de la région abdominale ou pelvifessière. Il est important d'évaluer le sphincter anal et on peut parfois être confronté donc, à des pertes de substances importantes. Vous avez ici une dénudation complète des organes génitaux externes. Alors, suite à l'évaluation initiale au déchocage, si le patient est stable hémodynamiquement, on peut s'aider pour l'évaluation de la réalisation d'un body scanner. Celui-ci, s'il est plutôt rassurant, permettra de s'orienter assez rapidement vers une chirurgie définitive. Et en cas de blush artériel, on pourra éventuellement s'orienter vers une angioembolisation qui permettra de stabiliser le patient et d'avoir recours ensuite à cette chirurgie définitive. Alors, par contre, si le patient présente une anémie, une hypothermie ou des troubles de coagulation, il pourrait être utile de réaliser une laparotomie d'hémostase. Secondairement, le patient pourra être pris en charge en réanimation, stabilisé, avant d'envisager un deuxième temps chirurgical pour des réparations définitives.
Au contraire, si le malade est hémodynamiquement instable, en cas de phase écho positive, la laparotomie d'hémostase sera la règle. Si la phase écho est négative, on pourra commencer par réaliser un packing pelvien pré-péritonéal. Si celui-ci est efficace, il pourra éventuellement nous permettre d'accéder à l'angioembolisation, mais s'il ne l'est pas, il faudra avoir recours ensuite à la laparotomie d'hémostase. Alors, autre problématique liée à ces traumatismes abdominopelvifessiers, ce sont les associations lésionnelles. Elles sont très fréquentes. Alors, en cas de traumatisme pénétrant, on peut assister à des lésions vasculaires, même s'il n'y a pas de lésions osseuses. Les lésions osseuses, elles, seront rarement instables, mais par contre, il existera très fréquemment des lésions digestives et urinaires de manière associée, et très souvent des lésions intra-abdominales qui seront associées à ces traumatismes. En cas de traumatisme fermé, par contre, les lésions osseuses sont très fréquemment instables, et l'atteinte vasculaire sera souvent fonction de ces lésions. Les lésions digestives et urinaires sont, elles, plus rares et elles sont souvent en lien avec les eschies osseuses. Alors, je vais vous présenter à présent quelques cas cliniques que j'ai été amené à prendre en charge. Alors, le premier, il s'agit d'un patient blessé par balle à Gao en juillet 2016 avec une plaie par balle d'orifice d'entrée postérieur, dont l'hémostase avait été réalisée en préhospitalier par un pansement hémostatique de type Quick Clot. Lors de la prise en charge initiale à l'antenne chirurgicale, on avait pu diagnostiquer une plaie du rectum à l'examen, ce qui avait nécessité une dérivation d'amont par la réalisation d'une colostomie et également un drainage des fosses pararectales. Alors moi, j'ai été amené à découvrir ce patient lors de son rapatriement en métropole. Il avait pu bénéficier d'un scanner à l'admission. Sur ce scanner, on peut se rendre compte qu'il présente une fermeture abdominale par un VAC, que l'orifice du projectile a été drainé par une lame. Et finalement, sur ce scanner, auton injecté, il n'y avait pas d'extravasation de produit de contraste autant artériel ou autant tardif, ce qui avait conduit donc à une chirurgie définitive avec une fermeture de la paroi abdominale. Alors, pourtant, dans les jours qui ont suivi, ce patient a présenté à l'ablation de la sonde urinaire une issue d'un liquide citrin qui s'est révélé être de l'urine le long des lames de drainage des fosses pararectales, ce qui nous a amené à lui proposer un cystoscanner. Et sur ce cystoscanner, on a assisté à une fuite du produit contraste dans la région prérectale, en lien en fait avec des petites eschies osseuses qui n'avaient pas été visualisées sur le premier scanner à l'arrivée. Donc finalement, il a fallu reprendre secondairement ce patient. Nous avons réalisé un abord pré-péritonéal et un abord direct de la vessie, ce qui nous a permis d'observer au fond de la vessie un orifice lié donc, à une esquie osseuse qui a été retirée. Cet orifice était à proximité du trigone. Vous avez les uretères de chaque côté. Il avait fallu donc drainer le haut appareil par des sondes urétérales qui avaient été extériorisées en transvésico-pariétale afin de permettre d'assécher la vessie et de permettre une cicatrisation secondaire. Donc la difficulté précisément dans ce cas clinique, c'est le passage inaperçu à la phase initiale en fait, de cette plaie de vessie en lien donc, avec des eschies osseuses et qui n'avaient pas parlé en fait, quand le malade avait été drainé. Alors, deuxième cas clinique, il s'agit cette fois d'un traumatisme fermé survenu à Djibouti en novembre 2018. Il s'agissait d'un jeune homme de 22 ans victime d'un accident de la voie publique à haute cinétique, passager non censuré, qui, donc, à son arrivée, présentait manifestement une déformation au niveau du bassin et également un trouble de coloration cutanée au niveau du membre inférieur gauche. Sur le scanner initial, nous avions observé un hémopéritoine qui était en lien avec une lacération de la raxe. Mais nous voyons également un petit peu plus bas au niveau du bassin qui présente une fracture complexe du bassin. Et finalement, sur les dernières coupes du scanner, on se rend compte qu'il n'y a plus de vascularisation au niveau du membre inférieur gauche, puisqu'on ne voit plus du tout de produit de contraste passer dans les vaisseaux à ce niveau-là. Donc, en effet, il s'est révélé que ce patient présentait donc une fracture complexe du bassin avec une fracture des branches ilio- et ischio-pubiennes de chaque côté, responsable d'un abaissement du bloc pubien qui avait emporté avec lui donc, le bloc prostatique. Il présentait également une fracture transforaminale au niveau du sacrum. Donc, en suivant la laparotomie d'hémostase et la splénectomie,
nous avions réalisé une stabilisation du bassin par mise en place d'un fixateur externe. Et dans les suites, il a fallu prendre en charge l'ischémie aiguë du membre inférieur gauche, qui était liée en réalité donc, à une contusion au niveau de l'artère fémorale que nous avions pu réaliser, revasculariser dans les suites. Alors, de la même façon, ce patient, à son retour en métropole, a été repris en charge pour des lésions vésicales. Du fait de l'abaissement du bloc pubien, il présentait un traumatisme, une interruption complète de l'urètre. L'AVC avait été drainé initialement par un cathéter suspubien et secondairement, donc une réparation a pu être effectuée, mettant en évidence donc, une plaie à proximité du col de la vessie, juste ici, et une plaie de la face postérieure de la vessie sur cette image. Alors, quelles sont les perspectives à venir concernant ces traumatismes abdominaux-pelvifessiers? Dans un premier temps, on pourrait essayer de les prévenir et finalement, les forces armées y travaillent actuellement avec le développement d'équipements de protection individuelle de plus en plus poussés. Donc, l'armée américaine a développé un système de plaques pour couvrir le pelvis et le périnée et pour protéger donc, ces militaires de ce type de traumatisme. En France, il existe également certains dispositifs qui prolongent en fait le gilet pare-balles par une protection au niveau pelvien. Alors, il paraît également important en termes de perspective d'envisager la prise en charge à long terme des conséquences de ces traumatismes, puisqu'on sait que une fois que le pronostic vital est épargné, il faudra prendre en charge secondairement les altérations de fonction liées à ces traumatismes. Au plan urologique, on sait que près d'un quart de ces patients vont présenter des problèmes d'éjaculation, voire pour un tiers d'entre eux des problèmes de fertilité. Et la dysfonction érectile est également très variable, plurifactorielle dans ce contexte, liée à la fois aux atteintes d'organes, mais également aux atteintes psychologiques. Et donc, il est nécessaire d'envisager une prise en charge pluridisciplinaire de ces patients, qu'elle soit andrologique ou psychologique. D'autre part, on sait de plus en plus que le délai de prise en charge de ces différentes lésions est important et il existe en fait un timing de prise en charge idéal qu'il faut qu'on s'attache à appliquer au maximum. Autre perspective d'avenir, en fait, elle est liée à la féminisation croissante des armées et à la féminisation des combats. En fait, depuis 2013, les femmes sont autorisées à intégrer les unités de combat, notamment dans l'armée américaine. On sait qu'en 2015, 6,7% des militaires déployés en opération extérieure par la France étaient des femmes. Et en 2018, on estimait à 1000 femmes le nombre de soldats féminines intégrés dans les unités de combat dans l'armée d'Israël. La conséquence de tout ça, c'est qu'on va passer en fait des traumatismes génito-urinaires que l'on connaît assez bien chez l'homme à des traumatismes génito-urinaires chez la femme qu'on connaît malheureusement un petit peu moins. Alors finalement, que retenir pour ces traumatismes abdominaux-pelvifessiers? À quoi peut-on s'attendre pour les années à venir? On peut s'attendre à ce que ces traumatismes fréquents et graves soient toujours souvent rencontrés en milieu civil comme en milieu militaire. Leur évaluation initiale restera toujours difficile et il est important pour le chirurgien qui les prend en charge d'être systématique parce que les associations lésionnelles sont fréquentes, vont nécessiter du coup une prise en charge pluridisciplinaire du fait d'atteintes osseuses, cutanées et musculaires, d'atteintes digestives, urologiques et gynécologiques, mais aussi d'atteintes vasculaires et neurologiques. Et donc les enjeux à venir, ce seront la prévention, la réhabilitation de ces patients et faire face et se préparer à la féminisation, la découverte de plus en plus fréquente de traumatismes abdominaux-pelvifessiers chez les femmes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Paul Chiron. C'était très, très intéressant et très précis. Ce qu'on note d'entrée de jeu dans cette séance, c'est l'importance de la double prise en charge immédiate sur le terrain, qui part au plus pressé et qui ne compromet pas l'avenir, et la prise en charge secondaire à distance, qui permet de la réparation des lésions au mieux des moyens actuels. Catherine, Paul, vous voulez intervenir? Oui, merci. J'avais une petite question sur la prise en charge des patients relativement stables, donc pas ceux qu'on va prendre direct au bloc opératoire pour faire un packing, parce que là, on a une exploration urinaire qui est relativement facile parce qu'elle se fait de visu. Est-ce que les urologues ont réfléchi à la pratique systématique d'un cystoscanner ou d'une injection pénienne de produits chez les patients qui ont un traumatisme du bassin et grave ou sévère sur le scanner corps entier initial? Parce que
c'est souvent des lésions qu'on découvre secondairement, comme vous l'avez très bien montré dans votre cas clinique, et qu'on gagnerait à découvrir plus tôt. Oui, tout à fait. Je vous remercie pour votre question. Effectivement, on est souvent confronté en fait à des plaies, alors notamment vésicales, qui sont découvertes assez tardivement, bien souvent parce qu'on n'a pas forcément le temps, lors de la prise en charge initiale, de faire ce cystoscanner. Alors, à l'heure actuelle, à ma connaissance, dans les recommandations d'urologie française ou internationale, il n'y a pas de recommandation pour réaliser cet examen, et on se base essentiellement en fait sur des faisceaux de présomption et des signes cliniques, la présence de sang au niveau du méa pour suspecter une plaie de l'urètre notamment, ou les données de la fastéchographie pour un épanchement pelvien. Mais effectivement, je pense que la réalisation de ce cystoscanner pourrait être très bénéfique si elle était systématique à la phase initiale. Elle nous permettrait de ne pas manquer ces plaies lors de la prise en charge initiale. D'ailleurs, dans le module 3 du Cachamex, que tu n'as peut-être pas encore fait, Catherine, on enseigne à nos chirurgiens la pratique de l'urétrographie rétrograde avec un moyen très simple, hein, en mettant une petite sonde dans la fossette naviculaire et en faisant des clichés qu'on peut faire sur place. Bien, merci Paul, tu nous as bien illustré, déjà en nous montrant un algorithme de prise en charge qui est globalement retenu par nous tous. Et ce qu'on retient un petit peu de tes cas cliniques, c'est qu'effectivement, on prend en charge ces traumatismes de façon séquentielle, avec une prise en charge initiale qui s'attache à faire un contrôle lésionnel, un damage control, comme on dit, hémorragique et septique, et avec la prise en charge secondaire des lésions urinaires, telles que tu nous as montré. Alors, j'ai une question. Est-ce que la lésion urologique que tu as diagnostiquée lors du premier cas, est-ce qu'elle aurait pu être diagnostiquée et prise en charge au stade initial, donc sur place à Gao? Alors, merci beaucoup pour votre question. En fait, lors de la prise en charge initiale, le patient a été directement sondé. Il n'y avait pas de facteur qui avait laissé penser au chirurgien qu'il pouvait y avoir une plaie de l'urètre ou une contre-indication à ce sondage. Et je pense que en fait, le sondage a permis de diriger les urines et du coup à masquer finalement cette plaie qui a été en fait diagnostiquée assez tardivement, puisqu'on était à plus de J15 du traumatisme initial, vraiment à l'ablation de la sonde urinaire, quand le patient a été un petit peu plus autonome et qu'on s'est permis du coup de retirer cette sonde. Et c'est seulement à ce moment-là en fait, que cette plaie postérieure de la vessie s'est révélée, notamment parce que l'écoulement se faisait le long du drainage. Si le drainage avait été retiré ou s'il n'y avait pas eu de drainage des fosses ischio-rectales, je pense qu'on aurait probablement retardé encore le diagnostic de cette plaie. Alors finalement, sur place, lors de la prise en charge au Mali, je ne suis pas certain qu'on aurait pu vraiment, sans scanner, objectiver cette plaie sans faire de rétrocystographie rétrograde. Par contre, en fait, sur le scanner à l'arrivée, il y avait quelques signes à côté desquels on était passé. C'était notamment la présence d'un caillot autour du ballonnet de la sonde et la présence d'une quantité d'air assez importante au niveau de la vessie, qui avait été mise sur le compte du sondage, mais qui finalement, a posteriori, semblait un petit peu trop importante pour être liée simplement à ce sondage urinaire. Et finalement, ça correspondait à la communication du tube digestif et des voies urinaires. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle,